Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Histoires électroniques. Ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une bonne grosse vidéo sur un thème. J'espère que ça va vous plaire. Et quel thème? Puisqu'on va retourner à Détroit. Détroit va se voir délaissé dans les années 90, puisque la techno, elle, prend son essor en Europe. Ces artistes créateurs sont partis en Europe pour des bookings, voire même pour y vivre. Et Détroit va se retrouver isolé géographiquement, mais aussi isolé culturellement. Cette musique n'a aucune existence aux États-Unis, aucune existence médiatique aux États-Unis dans les années 90. Mais voilà, des artistes portés par le succès de leurs aînés vont vouloir retourner à une forme plus underground de la techno, une forme plus authentique. Ça va donner un son particulier, le son de Détroit. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux piliers de la techno de Détroit, Underground Resistance et Jeff Mills. C'est parti. With me, move your body, your life with me. You won't let these questions restrain or trouble you. You will point yourself in the direction of your dreams. You will find the strength in the sound and make your transition. Make your transition. Underground Resistance, il y a bien un groupe qui résume l'état d'esprit de la scène techno à Détroit au début des années 90, et bien c'est celui-ci. Les artistes de Détroit sont écœurés par la tournure que prend la techno en Europe, une techno qui devient beaucoup trop mainstream, beaucoup trop commerciale, beaucoup trop blanche même à leurs yeux, et qui décident de se tourner vers une forme plus radicale, plus authentique de la techno, une forme underground et une forme de résistance face au major. Le nom est tout trouvé, Underground Resistance. Cette attitude radicale fera qu'on les comparera souvent d'ailleurs à leur équivalent en rap, Public Enemy. Public Enemy, autre groupe très politique qui s'oppose à toute forme de mainstream ou d'establishment. L'éthique d'Underground Resistance est claire, hein, une opposition totale au major, à l'industrie musicale, un retranchement à Détroit et à la musique de Détroit. Et ce retranchement va s'opérer aussi dans les actes, hein, dans les paroles de certaines de ses œuvres, dans la façon dont la musique va être faite, va même être fabriquée. On prend par exemple l'EP Riot, qui appelle aux émeutes, hein, à la révolution. Ce vinyle est gravé à l'envers d'ailleurs aussi. Il y a plein de messages gravés sur de nombreux vinyles d'Underground Resistance, comme par exemple le vinyle Fuck the Majors, hein, tout un programme, où il y a un message qui dit « À tous les policiers meurtriers de la police de Détroit, on se retrouvera en enfer ». Cela fait suite à l'assassinat d'un jeune noir par la police de Détroit. Strictly underground funk, keep the crossover. 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 Au-delà de ses intentions et de ce discours politique, le groupe va aussi marquer par son image, ou plutôt son absence d'image. Le groupe ne veut pas communiquer justement sur son image. Le groupe est camouflé. Les premières tenues du groupe sont des tenues de camouflage, des tenues militaires avec des cagoules. I'm Mad Mike, 138 from UR. Founder, co-founder, me and Jeff Mills. What we look like really shouldn't make that big of a difference. How can my face be more important than sound and the gift that sound brings to people? Our plan was to recreate what it meant to be a musician in the music industry. And we wanted the music to be the most important thing. So some of it might have came from that. The fact that we were anonymous and, we wanted to kind of keep a distance and put the message on, the music. Et puis il y a aussi le logo Underground Resistance, un UR que vous allez retrouver partout sur plein de supports, sur des t-shirts, des pulls, des casquettes. Beaucoup de gens portent des logos UR sans savoir exactement à quoi ça correspond. Ils détourneront aussi d'ailleurs dans les années 90 le logo de Marvel, The Punisher, qui deviendra aussi assez célèbre ce logo. Les premières sorties d'ailleurs, les premiers maxi d'Underground Resistance se feront
pour montrer leur appartenance à une culture noire en black label, à l'opposé de ce qu'on connaît d'habitude dans le milieu des DJ, des white labels, et bien non, ce seront des black labels. Et bien tout cela fait qu'il y aura un véritable fanatisme, un véritable culte autour de ce groupe. And one of the most amazing things that Mike Banks has done was to invent and develop underground resistance. I can remember going to Italy once, about 10 years ago. People were going crazy over underground resistance and they weren't even there. It was as if somebody came along to Italy and just took a helicopter and just dropped a ton of t-shirts in Rome. You know, because every other kid I saw on the street had an underground resistance t-shirt. It was like almost like a cult. Mais revenons-en à la création du groupe en 1990 par deux artistes et musiciens de Détroit, Mike Banks et Jeff Mills. Ces deux musiciens décident de fonder un groupe pour mélanger house music et musique industrielle. Ils sont fans et ils aiment beaucoup la musique industrielle, par exemple des Canadiens de Frontline Assembly ou encore des Européens de Nitzer Ebb ou de Front 242. D'ailleurs, Jeff Mills verra Front 242 en concert à Détroit avec des tenues militaires, ce qui lui donnera l'idée des tenues d'Underground Resistance. Mike Banks est guitariste, d'ailleurs, il baigne aussi dans ce milieu de rock et de rock industriel. Et Jeff Mills, lui, a aussi un groupe, Final Cut, de musique industrielle, dont on reparlera juste après. Et enfin, le troisième auteur à se joindre très rapidement à Underground Resistance, c'est Robert Hood. Robert Hood qui, au départ, est juste un stagiaire qui s'occupe des photocopies et de livrer les colis, mais qui s'intéresse beaucoup à la techno et à la musique et qui va rapidement devenir lui aussi artiste et DJ. Jeff Mills et Mad Mike, puisque c'est le surnom de Mike Banks, veulent signer sur le label mythique de Détroit fondé par Juan Atkins, un Metroplex, mais Juan Atkins ne répond pas au téléphone, il est en Europe, il a d'autres choses à gérer, et bien qu'à cela ne tienne, ils vont créer leur propre label Underground Resistance. S'ils veulent renverser l'establishment, les toutes premières productions d'Underground Resistance sont quand même assez polissées, c'est même de la house vocale, on retrouve la chanteuse Yolanda avec Your Time Is Up en 1990 donc. Rapidement quand même, le groupe va se tourner vers une musique beaucoup plus expérimentale et une techno plus radicale. Mais bon, ça ne suffit pas d'avoir un discours politique et une attitude, il faut aussi que ça se ressente au niveau de la musique, et c'est le cas pour Underground Resistance. Le label sortira des œuvres marquantes et va signer une flopée d'artistes iconiques de la scène de Détroit, comme Blackbuster, Robert Hood, Drexciya ou encore Rolando. Les disques d'Underground Resistance vont marquer vraiment de leur empreinte l'histoire de la techno et vont même montrer la marche à suivre pour d'autres artistes de Détroit. C'est le cas par exemple du projet de Mike Banks, Galaxy to Galaxy, qui arrive à fusionner jazz et techno et qui va même inventer le terme d'high-tech jazz. Il y a des liens très étroits qui vont se tisser entre Détroit et Berlin, notamment avec le label et le club Trésor, qui va d'ailleurs fonder un label sur un premier album signé Underground Resistance. En fait, Carol Stoiber, qui deviendra plus tard la directrice artistique du label, part à New York lors d'une convention pour tenter de dénicher des nouveaux DJ qui pourraient venir mixer au Trésor, et on lui remet une maquette d'un album, remise en main propre de la part d'un inconnu à l'époque. Alors Jeff Mills, elle écoute l'album, ça s'appelle X101, et le label se monte sur cet album X101, album phénoménal de techno, une techno extrême, une techno très radicale, avec par exemple le single Sonic Destroyer.
Cet album sera suivi d'ailleurs d'un deuxième, X102, qui lui est encore plus conceptuel. Ça s'appelle Discover the Rings of Saturn, à la découverte des anneaux de Saturne. Le concept est simple, reproduire sur un vinyle les anneaux de Saturne avec le gravage des chansons. Il suffit de faire des morceaux qui ont une durée calculée pour que ça fasse une forme d'anneau et de séparer toutes ces pistes les unes par rapport aux autres pour que ce soit à l'échelle la représentation des anneaux de Saturne. Voilà, les morceaux sont peut-être un peu moins intéressants, parfois un peu plus courts, mais bon, l'album en lui-même est assez conceptuel. Et en plus de cela, eh bien, vous avez des sillons en locked groove, ce qu'on appelle locked groove, c'est-à-dire c'est un sillon fermé qui tourne sur lui-même, ce qui donne une boucle répétitive. C'est assez complexe à faire en termes de masterisation et de gravage, mais ça fait partie du culte d'Underground Resistance de faire ce genre de choses sur leur vinyle. Alors paradoxalement, ce groupe qui se veut dans l'underground, eh bien, va forcément attirer l'attention du grand public et des majors. D'abord du public, c'est un groupe qui est extrêmement suivi par une base de fans très fournie, je vous l'ai dit, il y a un vrai fanatisme autour du groupe, mais surtout par les majors, notamment le label Mute en Angleterre, qui aimerait bien avoir un contrat de distribution des sorties d'Underground Resistance, mais évidemment le groupe refuse cette collaboration, ça ne se fera pas, et il y a surtout une grosse embrouille avec le label Sony Music, car en 1999, il y a un morceau sorti sur Underground Resistance qui cartonne dans tous les clubs, c'est le morceau The Knights of the Jaguar du DJ Rolando, un morceau culte de Tech House que vous avez déjà forcément entendu. Et bien évidemment, ce morceau cartonne tellement et est joué tellement par tous les DJ en Europe qu'un gros label voudrait licencier ce morceau pour le vendre. C'est le cas de Sony Music, qui fait toutes les démarches possibles pour le faire, mais fidèle à sa réputation, fidèle à son éthique, Underground Resistance refuse tout compromis avec des majors. Et bien Sony Music va tenter l'impossible, il va tenter de sortir le disque sans l'autorisation d'Underground Resistance, en bootleg, en fait en version pirate, mais le disque sera rapidement retiré des ventes sous la pression des fans d'Underground Resistance. D'ailleurs, le label va sortir une autre version de ce morceau Knights of the Jaguar avec des remixes, et surtout va sortir un maxi suivant qui va s'appeler The Swarm, la nuée, puisque les fans d'Underground Resistance ont été considérés comme des abeilles qui sont venus s'attaquer, qui sont venus carrément littéralement harceler et spammer Sony Music à l'époque pour qu'ils retirent des bacs leur bootleg de Knights of the Jaguar. Talking troglodyte funk. We talking Neanderthal funk. Do you got funk? Bref, Underground Resistance, c'est un symbole, un symbole vraiment, le terme est fort, de la techno et notamment de la techno de Détroit. Et en parlant de symbole, on va s'intéresser à l'un des fondateurs d'Underground Resistance qui va devenir une légende vivante de la techno quand il partira en solo, c'est Jeff Mills. Histoires électroniques, c'est bien sûr cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes bien entendu abonné, mais c'est aussi un compte Instagram, c'est une playlist, c'est aussi un index et un annuaire de tous les artistes et morceaux, et enfin un Patreon qui permet de soutenir financièrement cette chaîne en échange de bonus exclusifs. Bon, on n'est pas ici pour faire des classements de qui est meilleur que qui, mais enfin, si vous devez résumer la techno à 2-3 personnes, il y aura forcément Jeff Mills dans le tas. C'est un dieu vivant de la techno qui va au-delà même de la sphère techno, on va le voir dans cette vidéo. Jeff Mills, il est né à Détroit, il est DJ d'ailleurs dans les années 80 et c'est d'ailleurs un excellent DJ puisqu'il se fait surnommer The Wizard, le magicien des platines. Il est capable de mixer à 2 ou à 3 platines avec une dextérité confondante, il enchaîne les morceaux extrêmement rapidement, sa technique est absolument parfaite et au début des années 80 d'ailleurs, les DJ qui enchaînent les morceaux, qui mixent les morceaux, ça n'est pas si courant que ça. Et non, les DJ passent des morceaux les uns après les autres, mais la technique du mix, le fait d'enchaîner les morceaux sur le même tempo, c'est quelque chose d'assez novateur et Jeff Mills fait partie de ces DJ novateurs.
sera d'ailleurs repéré par une radio locale qui va lui proposer un contrat et il se trouvera en concurrence avec The Electrifying Mojo, un autre DJ anonyme de la scène de Détroit, et à eux deux, c'est une concurrence saine en fait qui se fait entre les deux. Ils ont carte blanche, ils ont des émissions tous les soirs qui sont écoutées par des millions d'auditeurs et ils vont forger les oreilles de la communauté de Détroit avec un mélange de sons, notamment Jeff Mills qui est capable de mélanger du hip-hop, de la new wave, du punk et des nouveaux sons house ou électro de Détroit ou de Chicago. À cette époque, son émission est extrêmement écoutée. The Wizard, personne ne connaît encore sous le nom de Jeff Mills, c'est encore The Wizard, est extrêmement reconnu à Détroit. D'ailleurs, même Eminem en parle dans une de ses chansons. Grâce à son émission de radio, Jeff Mills va gagner de l'argent, évidemment. Il va commencer à acquérir du matériel, à se faire un petit studio et commencer à composer son premier groupe. C'est un groupe de rock industriel, de musique industrielle. Ça s'appelle Final Cut. C'est un groupe aussi réputé à l'époque, avec notamment l'album Deep Into the Cut. Final Cut sera invité au Festival de Berlin à Tonal en 1990, le festival organisé par le futur créateur du Trésor, où ils joueront avec un Jeff Mills à l'époque anonyme au synthétiseur. Mais voilà, le groupe prend une tournure un peu trop rock pour Jeff Mills, qui commence à s'intéresser sérieusement à la house music et à la techno, et qui donc va quitter le groupe et va fonder son propre groupe, donc avec Mike Banks, qu'il va croiser lors de sessions en studio. Et puis en 92, il décide de partir dans une carrière solo, même s'il va encore être très lié à Underground Resistance. Eh bien c'est sous son nom, Jeff Mills, qu'il va petit à petit gagner ses galons de dieu vivant de la techno, avec une série de sorties et d'albums et de maxi 45 tours qui affolent les compteurs, mais qui sont tous aussi d'une qualité irréprochable. Jeff Mills va aussi avoir une résidence au Trésor à Berlin pendant de nombreuses années. Au début des années 90, Jeff Mills fera même du son hardcore. Il va tourner dans des rave parties, il va tourner à Mayday par exemple, il va même aller tourner en Hollande avec un son très agressif et très hardcore. Son son va petit à petit évoluer, bien entendu. Il va retourner habiter à New York dans les années 90 et il va fonder son propre label Axis Records, sur lequel il ne sortira que des compositions qu'il a lui-même écrite. Et oui, il se rend rapidement compte que s'il veut garder une constance musicale et une direction artistique identique sur son label, eh bien, il n'est mieux servi que par lui-même. Donc, ce sera lui qui composera l'intégralité des sorties du label, sorties qui se montent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Et puis, ça ne suffit pas, il va même créer un sous-label qui lui aussi est extrêmement réputé, extrêmement recherché. Si vous avez des vinyles de Purpose Maker, gardez-les précieusement, ne les vendez surtout pas chez Emmaüs ou à la brocante, puisqu'ils sont extrêmement recherchés. En fait, Jeff Mills compose pour son label, mais il compose aussi beaucoup pour lui-même, pour ses mix de DJ, des choses qu'il ne sortira pas mais qu'il joue sur vinyle. Il se trouve en 1997 qu'une de ses compositions qu'il joue régulièrement est recherchée par tous les DJ. Tous les DJ viennent lui demander « mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut avoir une copie ?» Il se dit « bon, je vais créer un sous-label, Purpose Maker, sur lequel je vais mettre des compositions que je fais pour moi-même. » Et même quand Jeff Mills compose uniquement pour lui-même, ça reste des œuvres remarquables. Le fameux titre en question, c'est The Bells, qui est l'œuvre la plus emblématique de Jeff Mills. Et
puis Jeff Mills, dans les années 2000, eh bien, va étendre son aura, va étendre ses tentacules dans le monde de la musique électronique, car il veut s'ouvrir à d'autres expériences, à d'autres styles de musique. Il est très intéressé par la musique de film et il va commencer comme ça à remixer ou à composer de la musique pour des films. Il va notamment recomposer en tout cas une BO pour, parce qu'il y en a plusieurs, mais enfin une version de la BO de Metropolis de Fritz Lang, sortie en 2000. Et puis parmi les expériences que Jeff Mills veut tenter, il veut essayer de jouer avec un orchestre, un véritable orchestre. Les premières expériences se passent très mal, l'orchestre n'est pas du tout calé sur la musique de Jeff Mills, ça n'est pas du tout dans leur ADN, mais il va être contacté par un orchestre français, oui, l'Orchestre Philharmonique de Montpellier, qui va le contacter en lui disant: on a vu ce que vous faisiez, on a écouté un peu ce que vous vouliez faire, et ben nous, on est capable de le faire avec vous. Et ce sera le cas. Jeff Mills va jouer pas mal avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier, notamment lors d'une soirée mémorable sous le pont du Gard. Je crois que c'était pour la fête de la musique, il me semble, enfin c'était l'été en tout cas. Fort de cette expérience qui fonctionne très bien, eh bien il va se mettre à jouer avec pas mal d'orchestres, les orchestres de Rome ou de Lyon par exemple. Jeff Mills est un artiste protéiforme qui ne se contente pas de rester dans le milieu de la techno, qui expérimente beaucoup de choses, et c'est pour ça que son aura grandit au fur et à mesure dans les années 2000. Il va collaborer avec la réalisatrice française Jacqueline Coe, il va réaliser des courts-métrages, il aura l'occasion d'être exposé, d'avoir une résidence au Louvre, d'être exposé au Centre Pompidou, de collaborer à des expositions consacrées aux musiques électroniques, et il recevra en 2017 l'ordre d'officier des arts et des lettres de la République française. Jeff Mills, c'est plus de 70 albums et plusieurs centaines de singles, je vous l'ai dit, c'est phénoménal. Je vous invite à écouter toute sa musique si elle vous intéresse, je peux pas tout vous passer bien évidemment, on se fera peut-être probablement plus tard des tops consacrés à Jeff Mills. Bref, Jeff Mills, Underground Resistance, ce sont deux piliers de la techno et de la techno de Détroit. Mais ce ne sont pas les seuls, et oui, il y a d'autres artistes iconiques, tout aussi iconiques et réputés à Détroit. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Je vous dis à très vite, à ciao, bye bye, portez-vous bien.